Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Au sommaire d'Oser investir avec vous, Thomas. Oui, Laurence, on va parler du livret A et des livrets de développement durable et solidaire. Et on va se poser une question avec notre invité Clark Hassan, président de Goliath. Est-ce que les Français se sont intéressés à leurs finances durant cet été? Et on terminera avec notre consultante en gestion de patrimoine, Céline Minck, qui va nous parler du vendeur Castor. Belle invention, on va savoir dans quelques instants. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, pour commencer, Thomas, vous venez de nous le dire, on parle des livrets A, les livrets de développement durable et solidaire, autrement dit LDDS, qui ont connu un regain en juillet, c'est ça? Absolument, Laurent, c'est ça. En juillet, les livrets A ont augmenté d'1,57 milliard d'euros et les LDDS de 730 millions d'euros pour un total de 1,87 milliard d'euros. Allez, on arrête les chiffres, mais c'est quand même une légère augmentation par rapport à juin. Mais on est toujours en dessous des chiffres de l'année dernière, en revanche. Alors, comment on peut expliquer cet engouement pour ces livrets, sachant que l'intérêt des épargnants semblait plutôt en baisse en début d'année? Eh bien, les taux de ces livrets sont assez compétitifs. Le livret A et le LDDS offrent un taux net de 3%, ce qui est plus attractif que le taux moyen de 2,6% de l'assurance vie, selon l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors, avec l'inflation qui baisse, ces livrets ne sont plus si attrayants, c'est ça? Exactement. Même avec la baisse quand même de l'inflation, ces livrets offrent quand même un rendement réel positif. Et puis, on s'attendait à une baisse de l'épargne sur ces produits, mais ce n'est pas encore le cas. Les gens continuent à épargner par prudence, surtout avec les incertitudes politiques et les possibles hausses d'impôts dont on nous parle. Ouais. En tout cas, l'épargne totale sur ces deux livrets a atteint un record de 582,2 milliards d'euros fin juillet. C'est un chiffre plutôt impressionnant. Tout à fait, Laurence, et on verra si cette tendance continue dans les mois à venir. Alors, comme on le dit souvent d'Oser investir, à suivre. À suivre. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. Avec l'invité de la semaine, ce matin, nous sommes avec Clark Hassan, président de Goliath, une plateforme d'investissement sur des produits financiers à partir de 2 € qui a été créée en 2023. C'est votre invité, Thomas. Bonjour. Bonjour Clark Hassan. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors on va s'intéresser dans un instant aux finances des Français durant cet été qui s'achève, comme je l'annonçais dans le lancement de notre émission de ce dimanche matin. Mais avant tout, je voudrais que vous nous parliez quand même de Goliath. C'est quoi? Ça sert à quoi? C'est une plateforme d'investissement en bourse, c'est bien ça? Et ça fonctionnerait de quelle manière? Alors exactement, Goliath, c'est une plateforme d'investissement française, simple, où vous allez pouvoir apprendre, comprendre et investir sur les marchés financiers. On l'a vu au cours des dernières années, les Français épargnent de plus en plus suite à la crise qui est en ce moment. Donc, on a créé une plateforme pour que les Français puissent prendre en main leurs finances et non seulement investir, mais surtout apprendre de manière très simple en communauté pour investir sur les marchés financiers, contrairement à ce qu'ils peuvent voir aussi en banque actuellement. Normalement, les Français ont l'habitude de donner leur argent à leur banquier pour investir. Aujourd'hui, avec Goliath, vous allez pouvoir gérer votre propre argent seul. Alors, c'est pas qu'un outil d'investissement, vous venez de le dire, c'est aussi un outil pédagogique. Exactement, il y a une académie financière 100% gratuite où vous allez vraiment pouvoir apprendre les bases de l'investissement. Et ce qu'on conseille à nos clients, c'est pas de faire du trading, mais plutôt investir, épargner sur des actions cotées en bourse ou même des produits financiers. Juste avant, vous parlez des livrets. On va avoir des produits structurés, par exemple, qui vont proposer des rendements un peu plus élevés que les livrets classiques. Alors, je suis internaute, j'essaie de comprendre la manipulation de votre service. Je me connecte sur Goliath et là, je vais chatter avec quelqu'un ou c'est des questions déjà préformatées avec des réponses toutes proposées? Alors, vous avez une application, l'application Goliath, et vous allez pouvoir avoir une académie où il y a des vidéos, des questions, des réponses, échanger avec la communauté sur un feed d'actualité, en gros un Twitter de la finance, et après vous allez pouvoir prendre vos décisions seuls en allant sur une action, par exemple un Tesla, un Amazon, vous allez pouvoir investir également sur le CAC 40, sur des sociétés comme LVMH de manière très simple. Alors Clark Hassan, on vous reçoit aussi pour parler, c'est la reprise dans quelques jours, même demain d'ailleurs, ça sera la rentrée des classes ce lundi. Et bien cet été, il y a eu la trêve enchantée des Jeux Olympiques. Est-ce que pour autant les Français se sont intéressés à leurs finances durant cette période où on laissait tout ça de côté en attendant la rentrée? Mais ma première question,
c'est une question plus globale. Est-ce que les Français, selon ce que vous en observez, sont des cigales ou des fourmis? En d'autres termes, est-ce que ce sont des épargnants ou des dépensiers, les Français, au regard de leurs voisins? Alors, c'est une question très intéressante. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les Français sont des bons vivants, aiment dépenser, aller au restaurant, mais aiment surtout investir, on l'a toujours vu. Et en vacances, on s'est rendu compte que les Français épargnaient énormément d'argent, puisqu'on a eu une augmentation de 15% par rapport au mois précédent, et en août, encore une augmentation de 10% par rapport au mois de juillet. Donc les Français sont plutôt des épargnants, je dirais, parce que aujourd'hui, en période d'inflation, on va toujours penser à investir plus, et surtout en vacances, on va avoir plus de temps pour se poser, apprendre, comprendre et bien commencer l'année en investissant. Alors, on vient de le dire, c'était ma première chronique où j'ai parlé des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire qui ont connu donc un regain quand même d'intérêt. Alors, malgré quand même un contexte politique, les Français donc ont bien épargné au moins sur ces sujets-là durant cet été. Est-ce que c'est ce que vous avez observé de votre côté de façon plus globale? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels les Français ont mis un peu plus d'argent, en dehors de ceux que je viens d'évoquer? Tout à fait. Là où on a vu des Français investir énormément, en tout cas sur Goliath, c'est tout ce qui est matière première. On a vu l'or ces derniers temps. On en parle beaucoup, effectivement. Voilà, exactement, atteindre des records. On a fait des produits financiers autour des actions qui sont dans ce secteur-là. Et les Français ont investi considérablement dans l'or et dans les actions ou d'autres matières premières. On l'a vu aussi. Dans le cacao qui a pris 300% depuis un an. Donc les matières premières en période d'inflation et un peu de guerre malheureusement, les Français investissent beaucoup. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour investir sur les marchés financiers, il ne faut pas être un professionnel, mais seulement regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde, les informations, et ensuite prendre ses décisions pour investir dans des bons secteurs. Alors justement, vous me préparez ma question parce que vous dites qu'il ne faut pas forcément être un professionnel, mais quand vous parlez du cacao, quand vous parlez de l'or, on est quand même sur des sujets qui nécessitent un peu de compétences, de connaissances. Comment un investisseur novice, débutant, peut s'y retrouver dans tout ce qui est proposé, faire la part des choses entre les bons et les mauvaises propositions, etc. Donc comment on fait pour se retrouver dans cette jungle ? Alors, tout à fait, il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de produits, et je dirais que un client classique, pas professionnel, ne va pas toucher à tous les secteurs, mais plutôt investir dans les secteurs qui lui correspondent. L'or, on sait très bien que c'est un peu la valeur refuge du monde, donc on va avoir beaucoup de personnes qui vont investir dedans. On va avoir tout ce qui est matière première. Donc, le cacao, comme je vous l'ai dit, on va avoir le pétrole. Donc, évidemment que le cacao, c'est peut-être quelque chose d'un peu plus poussé, mais quand on parle de l'or et du pétrole, c'est assez simple de savoir que ça va monter dans le temps. Surtout, aujourd'hui, on est quand même assez bien informé avec des radios comme Sud Radio ou d'autres pour connaître les marchés qui vont bien évoluer. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle. Alors, il y en a qui vont croire ou non, mais quand on parle d'intelligence artificielle, il y a des actions qui nous sautent aux yeux, donc on va investir dedans. Donc les Français aujourd'hui vont suivre une trend qui est parfois intéressante sur le long terme. Clark Hassan, la France est deuxième d'Europe après l'Allemagne au niveau de l'épargne. Comment on explique cette réussite française? C'est culturel? C'est une démarche prudentielle? On est très, entre guillemets, écureuil en France par rapport à la plupart des autres voisins en dehors de l'Allemagne? Alors, je dirais que la France est un super pays d'épargnants. Malheureusement, il y a encore un point qu'on essaye de démocratiser, c'est l'investissement sur d'autres produits financiers. Le livret A a explosé ces dernières années suite à l'évolution du taux, mais ce qui est dommage, c'est qu'on va pas souvent aller investir sur des produits un peu plus risqués. Tandis que sur la bourse, si vous regardez le CAC 40 sur les 15 dernières années, on est à peu près à 10-12% par an d'évolution. Donc, c'est ça qu'on essaye de démocratiser en donnant l'accessibilité à d'autres produits financiers que les livrets, parce que si on regarde le livret A par rapport à l'inflation, malheureusement, on gagne pas d'argent.
parce que l'inflation est beaucoup plus élevée que le livret. Il me reste à vous remercier, Clark Hassan. On vous recevra dans un autre numéro d'Oser Investir. On verra si l'automne, voire l'hiver, ont été aussi intéressants comme l'été l'a été. Merci à vous. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, Clark Hassan, président de Goliath. Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. C'est le coin de l'experte ce matin, puisque nous sommes avec Céline Minck, notre consultante en gestion de patrimoine et fondatrice d'Eden Finance. Et avec Céline, Thomas, vous allez parler donc de ce fameux vendeur castor. Ben oui, on va découvrir ce que c'est avec Céline. Justement, Céline, bonjour à vous. C'est quoi un vendeur castor ? Alors on va le voir juste après, mais avant tout, Laurence, Thomas, auditeurs, auditrices, peut-être un jour vous allez investir dans un bien immobilier rénové. C'est possible. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble quelques points importants à vérifier. Alors on va s'intéresser justement à la nature du bien que l'on entend acheter. Par exemple, est-ce que le vendeur a réalisé par exemple des travaux par lui-même ? Exactement, c'est important. Concrètement, on connaît tous l'assurance décennale souscrite par les professionnels et qui fonctionne à l'égard du propriétaire et des propriétaires successifs en cas de revente du bien. Mais attention, le maître d'ouvrage, donc le propriétaire actuel ou celui qui fait réaliser ces travaux, eh ben, il est obligé aussi de souscrire une assurance, c'est la dommage ouvrage. En son absence, outre une indemnisation plus longue à obtenir en cas de sinistre, lors de revente du bien immobilier dans un délai de 10 ans suivant l'achèvement des travaux, ce maître d'ouvrage est personnellement responsable vis-à-vis du nouvel acquéreur de toutes les conséquences résultant du défaut d'assurance. Et c'est là où intervient notre vendeur castor, c'est bien ça ? Oui. Alors ce fameux vendeur castor, c'est celui qui a auto-construit ou qui a réalisé lui-même certains agencements importants. Alors on parle de l'installation d'une chaudière, installation électrique, des fenêtres de toit, un insert de cheminée. C'est plus que le bricoleur du dimanche, on est d'accord, hein ? Un peu plus, oui, c'est pas juste la peinture. Donc à hauteur de ces travaux qu'il a réalisés, ce vendeur, et là, même si donc, vous l'avez souligné, c'est un bricoleur, un vendeur bricoleur, et ben légalement, il est considéré comme un professionnel. Et donc, ça signifie que pour ces travaux, il est responsable des vices cachés. Alors, à moins que dans l'acte notarié et sous certaines conditions, il n'est stipulé qu'il n'est obligé à aucune garantie, à défaut de cette mention, si dans le délai de 10 ans suivant une installation, celle-ci révèle des vices, le vendeur devra en répondre personnellement. Et donc, attention aux conséquences s'il n'est pas assuré. Alors Céline, là c'est dans le cas où on l'achète en direct, ce bien, faut bien le dire à nos auditeurs, mais si l'on acquiert à travers l'achat de titres de SCI, société civile, c'est des conséquences qui sont identiques ou différentes ? Et non, c'est accru, on va dire, parce que si vous achetez des parts de la SCI plutôt que le bien directement, eh bien c'est la SCI qui en droit est propriétaire et donc c'est elle qui aura la qualité du vendeur castor. Donc quand vous revendez, c'est vous qui êtes à votre tour vendeur castor et pas le bricoleur initial. Donc acheter des parts d'une SCI devrait nécessiter encore plus de vérification que quand on acquiert l'immeuble en direct. Merci à vous. Merci Céline, merci Thomas, et puis bien sûr on vous retrouve dimanche prochain avec notamment Jean-Marie Bordry. Merci. Avec grand plaisir.